Donc, cours de code avec moniteur numéro 8. Alors, le PADA. Donc, je réexplique. Les hommes ont plus d'accidents que les femmes parce que les hommes ont moins l'intelligence de la route. Parce que les femmes en ont. Donc, ici, j'ai une maman. Un enfant lui lâche la main et va vers le passage piéton. Je suis à 50. En ville, c'est 60. Enfin, en ville, c'est 50. Et si je suis à 60, je suis en excès de vitesse. Mais là, je suis à 50. Je suis dans la réglementation. D'accord? Nous sommes ici à 15 mètres. Bon, allez, on va dire à 30 mètres. Donc, ici, on voit le danger ici. Donc, je vois le danger ici. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis là? Oui? Anticiper de l'arrêt, enfin freiner. Je suis à 50. Je vois un enfant de 2-3 ans. Une femme sait qu'un enfant de 2-3 ans n'a aucune notion. Donc s'il arrive sur un passage piéton, il voit une voiture qui arrive à fond, il ne sait pas. Il est trop jeune. Il croit que la voiture, elle va s'arrêter net. Il traverse. 50, 25 mètres, percuté. À 50 km/h, si le piéton est percuté, ses chances de survie. 20%, hein, réponse officielle au code de la route. Donc 80% de chance de mourir. Le jeune homme va moins prendre en compte le gamin, va moins prendre en compte qu'il n'a pas de notion de risque, va moins prendre en compte tous ces paramètres-là, et va donc moins ralentir que la femme qui donne la vie et comprend certains paramètres. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc les femmes ont moins d'accidents que les hommes par rapport au fait qu'elles ont plus d'analyse, elles sont plus prudentes, elles vont chercher plus ces informations, elles vont être plus performantes dans le PADA. Être vigilante, c'est faire le PADA. Il y a des gens, pas que des hommes, il y a des femmes, elles prennent leur voiture, et puis elles roulent, musique, on pense à rien, on s'en fout de tout. Ces gens-là sont des dangers publics, ils déplacent leur voiture d'un point à un autre, et en aucun cas, ils sont impliqués dans leur conduite. Et c'est dangereux pour eux et pour les autres. Et bien sûr, ils ont des accidents. Quelqu'un qui va être un bon conducteur va s'impliquer dans sa conduite. Donc il ne va pas conduire et essayer de voir, mais il va essayer de percevoir. Donc voir, c'est attendre que ça arrive. Percevoir, c'est du latin percer, c'est à la recherche de. Donc je vais pas. Mobilité du regard, les amis, on a vu tout à l'heure. En étape 1 du livret, vous apprendrez déjà la mobilité du regard. Donc dès le début, on n'attend pas que les informations arrivent, mais on va à la recherche de l'information. Le jeune homme va avoir tendance à voir. Ouais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Penser à ses amis dans la voiture, à mettre de la musique, à d'autres choses, mais il ne va pas aller percevoir. Donc il voit, il ne perçoit pas. Donc s'il ne perçoit pas, fun, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Et est-ce qu'il peut? Voilà. Non, il ne peut pas. S'il ne perçoit pas qu'il y a un gamin de 3 ans qui a pris un passage piéton, qui a mis à train de crier: eh, on revient! Henri, reviens! Parce que le gamin lâche la main, la mère en panique, il va vers le passage piéton, vous arrivez à 50 mètres dessus, vous ne relancez pas, la mère flippe à mort. Si vous percutez le gamin, bien sûr, ses chances de survie sont de 20%. Là, l'usager va avoir un accident grave à cause de la vitesse. D'accord? Donc, j'ai un défaut de vigilance, mais je ne fais pas le PADA, percevoir, analyser, décider, agir, qui est le processus d'anticipation. Tous ceux qui anticipent ont moins d'accidents. On réduit les accidents en anticipant le PADA. Et ici, en plus, dû à ce PADA, on a ici une vitesse excessive. C'est une vitesse qui est inadaptée à la situation. Ici, il est imposé de ralentir par rapport au fait qu'un piéton, un jeune enfant, il y a une situation particulière et on doit s'adapter à cette situation particulière. Il n'y a pas de code de la route, il n'y a pas un panneau pour nous dire là, fais gaffe, il y a un enfant de 3 ans qui va traverser, il n'a aucune notion, il va couper la route, il faut que tu t'arrêtes, personne ne nous le dit. C'est nous, en tant que conducteurs, qui devons être maîtres de notre véhicule et qui devons appliquer ces choses-là. Voilà. Quand je prends les 2 permis qu'on a fait mardi, eh bien, les jeunes hommes n'ont pas du tout fait ça dans leur tête. C'est pas possible. Hein, pour se retrouver sur la file de gauche, en plein centre-ville d'Elbon, le jour du permis de conduire, avec 44 heures de conduite, alors qu'on est très intelligent en plus, c'est pas normal, quoi, chez les jeunes hommes, on n'aura pas dû faire ça. Il est sur la file de gauche, un camion arrive à droite, il fait la course avec le camion en plein centre-ville d'Elbon, il se retrouve à 60 en ville, centre-ville, voie de gauche, avec un 40 tonnes devant le commissariat,
la voie se réfléchit, il accélère encore plus, il coupe la route au camion. Tout ça avec un inspecteur des permis de conduire. Je vous dis pas la tête de l'inspecteur, hein. C'était chaud. Hein. Il était couper la route et tout, freiner. Voilà. Alors ce jeune homme-là, heureusement qu'il n'a pas son permis. Il va falloir qu'on nous le récupère et qu'on va lui refaire un gros cours de renforcement sur sa vigilance. En plus, c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez moi. Hein, il va prendre sa voiture et me chuter les gamins. Donc il est hors de question. L'inspecteur nous a rendu service à tous les orientés de ne pas laisser un individu partir sur la route comme ça. Pourtant, il a 18 ans, il est gentil, il ne demande à personne. Mais voilà, son comportement est très grave. Quand je dis le comportement, est-ce que c'est quelque chose qui est important dans une auto-école pour un inspecteur des permis de conduire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte, nous, les moniteurs, le comportement, hein, parce qu'on est des profs, etc., le comportement. Est-ce que le comportement, c'est quelque chose qui nous importe un peu, les moniteurs d'auto-école? Le monde de la sécurité routière. Pourquoi le monde de la sécurité routière? Ça est très à cheval sur le comportement des élèves. Parce que 94% des accidents mortels sont dus au comportement de l'usager. Les 6%, ça va être un défaillance de la route, qui est très rare, 1,2-1,7% des cas. Et les autres pourcents, les 5%, c'est une défaillance du véhicule. Le véhicule a une défaillance mécanique très importante et crée un accident grave. L'usager n'a rien demandé à personne. C'est très rare. Hein, l'essentiel des accidents, plus de 94%, c'est avant tout la personne qui conduit et une majorité de jeunes hommes, hein, ce sont les 18-25 ans qui sont surreprésentés dans les accidents de la route. C'est la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. 94% des accidents mortels sont dus au comportement. La première cause de mortalité en France, c'est l'alcool. L'alcool, c'est bien un problème de... La deuxième cause, c'est la vitesse. Certains vont dire les excès de vitesse. C'est vrai, un excès de vitesse augmente de 15% de les accidents. Mais ce sont surtout les vitesses excessives, les vitesses inadaptées. Parfois trop lentes, mais ce n'est pas celles-là les plus dangereuses. Celles qui tuent, bien sûr, ce sont les vitesses inadaptées, trop rapides par rapport aux événements. Ok? La troisième cause de mortalité en France, hein, c'est la fatigue. Donc la fatigue, c'est le nouveau, hein, c'est la priorité en sécurité routière pour l'année 2014. Reste les motards, hein, depuis 2-3 ans, ce sont les motards. Hein. Les motards, ils sont 2 millions, il y a 1000 morts. Nous, les voitures, on est 40 millions, il y a 2000 morts. Et il y a 2000 morts chez les voitures et 1000 morts chez les motards, ça fait 3200, 3300 morts chaque année. C'est hallucinant. Hein. Quand on monte sur une moto, on a 19 fois plus de chances ou de malchance d'avoir un accident. Tout ce que je dis, tout mon code. Je rappelle que tout ce que je dis maintenant, tout mon code. Donc je répète, dès qu'on prend un deux roues, notamment une moto, notre risque d'accident est multiplié par 19. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 millions de motards en France. Ah non, ils sont 4 millions, 2 millions, 4 millions, enfin, ça tombe pas au code. Par contre, ce qui tombe au code, c'est qu'on a à peu près 1000 morts chez les deux roues motorisées. Scooter, hein, c'est 300-400. Et les motards, les vrais motards, c'est 600 personnes à peu près. Et encore, sur ces 600 personnes, on a beaucoup de gens qui n'ont pas le permis moto. Comment on peut conduire une moto sans le permis moto? Ça tombe au code. Non. Oui. Petite moto, oui, tout à fait, c'est moi. Oui, bien sûr, mais je parle d'une moto, quoi, une moto. Pas un petit scooter, quoi, une moto qui va à 110, 120 par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un type de moto qu'on peut conduire sans permis moto? Petite moto? 120? Non? En dessous de 125, En dessous de 125. Donc vous, quand vous aurez votre permis voiture, ben vous allez être probatoire pendant 3 ans, mais au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Votre permis devient valide pour un permis moto. C'est-à-dire que vous avez droit, au bout de 2 ans, d'aller dans une auto-école, faire juste 7 heures pour un peu découvrir comment ça marche une moto. Il faut ces 7 heures, c'est obligatoire, c'est une attestation. Et vous pourrez conduire des petites motos qui ne dépassent pas 125 cm3. Donc 125 cm3, c'est des petites motos, hein. Ça va à 110, 120, 130. Et ça, par exemple, c'est une 600 cm3. Hein. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est encore une petite moto. La moto que j'ai achetée moi, c'est une 1000 cm3. Voilà ce que je voulais dire. Alors, oui, donc les motards restent une priorité pour la sécurité routière, mais la fatigue cette année, hein, la fatigue aussi va être priorité. Et toujours pareil, hein, la cible, c'est toujours les mêmes. C'est qui la cible des pouvoirs publics? C'est qui la cible de la sécurité routière? C'est qui la cible? C'est vous. C'est vous la cible. C'est les jeunes.
Et donc, à nouveau, hein, chez les jeunes, parce que les jeunes sont de plus en plus respectueux, ils font de plus en plus attention, ils prennent moins l'alcool au volant, ils prennent moins de la drogue au volant, ça c'est génial. Ils font moins les sauts de leur voiture, à nouveau on est super contents, ça progresse, la mentalité des jeunes progresse, ils sont beaucoup plus sensibles à la situation routière, c'est des choses très positives. Par contre, les jeunes oublient une chose, c'est que quand on est très fatigué, quand on commence à bailler au véhicule, quand on commence à bailler au volant d'un véhicule, on est en danger de mort. Parce que, est-ce qu'on peut lutter contre la fatigue? On ne peut pas lutter contre la fatigue, c'est impossible. Le seul moyen de lutter contre la fatigue, c'est un arrêt et c'est dormir. Un quart d'heure, 20 minutes suffit. Hein. Mais personne, l'homme le plus fort du monde ne peut pas lutter contre la fatigue. On est tous pareils. Quand on est fatigué, il faut dormir. Il n'y a aucun principe. Il n'y a rien. Voilà. On peut retarder la fatigue. Je suis crevé, j'ai un voyage à faire. Je fais des petites séquences de conduite. Normalement, c'est 2 heures et une pause d'un quart d'heure. Je suis très fatigué. Je vais faire une petite séquence de 3 quarts d'heure, 1 heure, et je vais me reposer. Je vais mettre mon siège en arrière, je vais dormir à 25 minutes. Et ainsi de suite. Mais le mieux, c'est de passer sur le volant, ou d'éviter de prendre le volant après une journée de travail, par exemple. Quand on tombe sur des panneaux de danger, les panneaux de danger sont placés à combien de mètres en ville? Donc en ville, ils sont à 50 mètres. Quand on est en campagne, ils sont à 150 mètres. Sauf un seul panneau qui lui est placé immédiatement, c'est lequel? Voilà, le panneau double sens de circulation qui lui est placé immédiatement. Ni à 50 mètres, ni à 150 mètres. Comment on fait pour calculer une distance d'arrêt à 50? Une distance d'arrêt à 50? Donc c'est toujours pareil, pour calculer la distance d'arrêt, donc temps de réaction plus distance de freinage, c'est le chiffre des dizaines par lui-même, 5 au carré. Donc il faut 25 mètres de distance d'arrêt. Comment on fait pour calculer le temps de réaction? Le temps de réaction, eh bien c'est le chiffre des dizaines par 3. 3 c'est un coefficient, on multiplie toujours par 3, et ça permet, d'avoir le temps de réaction. Donc à 50, il faut combien de temps de réaction? Il faut 15 mètres de temps de réaction. Donc s'il faut 15 mètres de temps de réaction et que c'est 25 mètres, il faut que 10 mètres de freinage. Donc je répète, quand vous roulez à 50, vous avez 15 mètres de temps de réagir plus les 10 mètres de freinage. Tout ça, ça fait donc les 25 mètres de distance d'arrêt. D'accord 10 plus 15, 25. Donc on met quand on roule avec son véhicule à 50, on met plus de temps à réagir ou plus de temps à freiner? Le nombre de la distance parcourue est la plus importante pendant le temps de réaction ou pendant la distance de freinage? Temps de réaction, c'est incroyable. À 100 maintenant, à 100 km/h. 100. Chiffre de dizaine au carré, la distance d'arrêt. 100 mètres, qui est égal temps de réaction à 100, le temps de réaction. 10, voilà, 30, plus 70 pour avoir les 100. Donc là, par contre, j'ai 30 mètres, donc je roule à 100, et là, je rejoins un bouchon. Donc je vois le bouchon, je peux pas monter sur le frein, et le temps que je peux pas monter sur le frein, parce que j'ai vu le bouchon, tout ça, ça met 30 mètres. Après, j'actionne la pédale de frein, et ça, c'est la distance où je freine, ça dure 70 mètres. Oui, tout ce que je dis tombe au code. Une mère de famille était surprise hier, mais oui, ce que je viens de vous dire maintenant tombe au code, je suis désolé, il faut le savoir, c'est accidentogène. C'est 70 si c'est sec, parce que quand c'est sec, l'adhérence est de 0,80. Mais s'il pleut, l'adhérence passe à combien? L'adhérence passe à 0,40. On parle de pluie, mais si on parle de première pluie, l'adhérence est à 0,18 par première pluie. Donc ça veut dire que quand on est partant sec, les pneus sur la route adhèrent à 0,80. Par temps de pluie, c'est divisé par 2. Et par première pluie, c'est ce qu'on appelle le verglas d'été, parce que les premières pluies, c'est souvent l'été. Donc il ne pleut pas pendant 3 semaines l'été, à Lorient. Donc les gens roulent avec leur voiture, ils déposent avec leur échappement des petites particules, des impuretés s'accumulent depuis 3 semaines. La pluie arrive, se mélange à ces particules de particules fines, de gasoil, d'huile qui traînent sur la route, ça se mélange et ça vous fait une patinoire. C'est ultra dangereux. Il y a plein d'accidents quand c'est des premières pluies. Il y a des ronds-points qu'on prend à 40, à 35, vous partez des gens en crabe, c'est hallucinant. En moto, on ne sort pas, c'est interdit, c'est trop dangereux. Comment? Il y en a qui le font, mais c'est très dangereux. Comment on reconnaît une première pluie? Comment est la route?
Elle est brillante. Alors ça, quand j'étais jeune moniteur, c'est-à-dire il y a 12 ans, parce que je suis quand même, ça fait 12 ans que je suis moniteur, j'ai halluciné, parce que quand j'ai commencé à rouler, je voyais tous les jours des accidents. Et je rentrais chez moi, je dis, putain, mais c'est incroyable, il y a des accidents à mort et tout. Oui, tous les jours, il y a des accidents. Et quand j'ai eu un portable, je me suis bien filmé à prendre des accidents. Maintenant, je ne dis plus, trop la flemme. Mais au début, j'étais tout excité. Regardez ici, accident juste à côté de l'envers, là. Comment est la route? Brillante. Ici, c'est à le Romarin, c'est super dangereux. Au Morillon, là. Brillante. Ici, le jeune homme, vous voyez, Intermarché ici. Brillante à l'envers. Là, c'est sur la route de Carmignac. Brillante. Vous voyez, sur ces accidents, il y en a déjà 3 où c'est brillant. Donc 0,18, ça tombe au code. Hein. L'adhérence par première pluie, c'est 0,18. Et puis quand il y a la neige ou du verglas et que la saleuse n'est pas passée, alors là, c'est carrément un truc qu'on ne peut même pas rouler. Hein. Quand il y a de la neige plein la route et qu'il n'y a pas eu de sel, vous êtes à peu près en ville à 15, 20, 25 km/h. À 25 km. À 15, 20 km/h par temps de neige, sans pneus neige, sans aucune chaîne, sans rien, à 15, 20 km/h, si vous allez à 25, la voiture ne roule plus, hein, pas en train. Hallucinant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sel, hein, ils n'ont pas mis de sel. Oui. Est-ce que tu peux expliquer les distances d'arrêt et tout ça? J'ai pas compris en fait. Alors j'en ai parlé au cours dernier, j'ai passé une demi-heure dessus et j'en ai reparlé au cours d'avant. Donc j'en reparlerai si tu veux, soit mardi, soit samedi prochain. Hein, c'est pour ça que j'ai pas développé parce que j'en ai parlé en fait le week-end dernier. Et certains élèves ici, ça serait rébarbatif quoi. D'accord, mais t'inquiète pas, on va en revenir. Je vais en reparler sur la prochaine séance. D'accord? C'est vrai que ça peut être surprenant que j'aille rapidement comme ça, mais j'en ai parlé, hein, qui était là la dernière fois. On en a parlé distinctement. D'ailleurs, ça tombe au code, donc je peux en parler 5 minutes. Le temps de réaction, n'oubliez jamais que c'est l'homme, que c'est l'être humain. On parle du temps de réaction qui s'allonge, pas qui diminue. Et donc, un être humain fatigué, drogué, alcoolisé, stressé, en période de divorce, pressé, tous ces facteurs-là vont augmenter le temps de réaction. Si on fait 30 mètres à 100 en une seconde, imaginez que si on a un temps de réaction de 2 secondes, parce qu'on est carrément crevé, qu'en plus on a pris de la drogue, on fait plus 30 mètres, on fait 60 mètres avant de freiner. Le temps de réaction, ça change tout. Hein. N'oubliez pas qu'un temps de réaction à 50 km/h, c'est 15 mètres. Et après, c'est 10 mètres de freinage. Si on est fatigué, c'est plus 20-25 mètres. Donc vous passez de 30 mètres de distance, de 25 mètres, à 30-35 mètres. C'est pas normal. 10 mètres, c'est énorme. Hein. Une voiture fait 3 mètres de longueur. Si vous freinez 10 mètres plus loin, vous pouvez taper 2 voitures. Est-ce que vous avez des questions? Juste, n'hésitez pas à intervenir, sauf ceux qui ne veulent pas être filmés. Je vous rappelle qu'on est filmé et que la vidéo sera sur YouTube, dès lundi. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à répondre ou pas? Donc, on va parler des nouveaux thèmes, c'est pour ça qu'on est filmé. On va parler de l'écomobilité, l'éco-conduite. C'est quoi l'éco-conduite? L'éco-conduite, c'est quoi? Donc, quand on parle d'éco-conduite, on parle de conduite écologique. Tout ça, c'est la même chose. Hein. Conduite économique, conduite écologique, conduite respectueuse de l'environnement. Donc, une conduite écologique, une conduite économique, c'est une conduite extrêmement souple. Hein, un peu comme les personnes âgées qui conduisent très souplement, qui vont très délicatement, très lentement. Ça, c'est des conduites économiques. Donc, je pars au feu tout doucement. Je mets la deuxième à... Voilà, donc vous, quand vous avez votre permis, vous n'allez pas être des personnes âgées. Hein. Donc, vous allez partir au feu, vous allez accélérer, vous allez pousser jusqu'à 3000 ou 2500, puis vous allez pousser... Vous allez vous mettre à 50, vous êtes respectueux. Puis vous allez ralentir. La personne âgée, elle va faire comme ça. Pas la personne âgée, la personne écologique, elle va faire comment? Elle va accélérer à peine à 1500, 1600, qu'elle va déjà mettre la deuxième. Et puis elle va déjà mettre la troisième. Vous nous apprendrez, on met la deuxième vers 25, hein, vers 20. On met la troisième vers 40-50. Et bien en conduite écologique, on est en première à 15-20. Vers 25, on est déjà en troisième. Non, on est en deuxième vers 15, 20, 25. À 32, 38, on est déjà en troisième. 38, 42. Vers 56, 57, on est déjà en quatrième. Et à 68, on est déjà en cinquième. Donc ça fait... On va tout doucement. Derrière, il y a des ponts, hein, bien sûr. C'est une folie, il y a des ponts, il dépasse. C'est pour ça que la conduite écologique, on en parlera jamais au permis, c'est très dur à faire. On ne fait la conduite écologique que quand il n'y a personne là. La conduite écologique, j'ai un feu rouge loin. Je suis en troisième. Et bien, plutôt que de freiner, consommer de la plaquette, et puis je vais simplement lâcher l'accélérateur. Là, mon frein moteur me fait freiner. En frein moteur, on consomme 0 gasoil en instantané.
On met la 2 sans freiner, donc toujours pas d'usure de gasoil, pas d'usure de plaquettes. Et sur le final, on vient s'arrêter en freinant légèrement et on arrête le véhicule. Et même parfois on a de la chance, vu qu'on a ralenti, on n'arrive pas à le freiner là, je n'arrive pas à fond, je l'arrête. Non, je vois le feu loin là-bas, je lâche l'accélérateur. Donc je suis hyper loin du feu, j'arrive tout doucement, troisième, deuxième, et le feu passe au vert. Je repars. Alors bien sûr, si quelqu'un est derrière, on ne le fait pas, parce qu'il ne va pas comprendre, parce qu'il va s'énerver. C'est pour ça qu'on ne parle pas de conduite écologique au permis. Donc la conduite écologique, ce qui tombe à l'examen du code de la route, c'est qu'en conduite écologique, comme on est plus souple, on va plus doucement, on anticipe plus, on est plus courtois, parce qu'on voit plus de choses. Donc, c'est pas un jeune homme arrive près d'un passage piéton, je l'ai à peine vu, j'ai vu, il n'a rien fait, il n'est pas engagé, j'ai rien vu. Là, je roule doucement, le jeune homme arrive près du passage piéton, oula, attention, jeune homme. Vu que je vais doucement, calmement, je vois le jeune homme plus facilement, le jeune homme traverse, et je repars calmement. Donc le jeune homme se sent moins, c'est pas le jeune homme, il ne va pas une voiture passer avant. Oh. Donc il se sent moins agressé, c'est plus courtois, il y a plus d'anticipation. Donc il y a plus d'anticipation, plus de courtoisie dans la conduite écologique, c'est ce qui tombe au code. L'écomobilité. L'écomobilité, c'est parce qu'on essaie de faire comprendre aux jeunes que quand on sort chez soi, hein, parce que moi par exemple, quand je sors chez moi, hop, voiture. Voilà. Pourtant, si je suis... Hier, j'étais au tabac en voiture, pourtant mon tabac était à 800 mètres de chez moi. Moins de 1 km, j'aurais peut-être pu aller à pied. Mon tabac, il est juste, vous voyez, il est juste au bout de la rue, quoi. Enfin, j'aurais pu aller à pied. C'était quand même un peu ridicule de prendre ma voiture. Donc quand ça tombe au code, moins de 1 km, vous privilégiez à pied. Entre 1 et 3 km à pied, pourquoi pas, mais c'est pas ça le mieux. Le mieux, pour avoir un bon gain de temps, c'est le vélo, le transport en commun, les transports en commun. Certains gagnent du temps en skateboard ou en roller. Et puis au-delà de 3 km, ça va être plus intéressant effectivement de prendre la voiture. Voilà, c'est ça l'écomobilité, c'est changer sa façon de penser. C'est pas je sors, voiture. Je sors, mais je peux utiliser différents à pied, transport en commun, vélo ou enfin la voiture. Pourquoi pas la moto aussi dans certaines situations, je pourrais pas me stationner à Paris ou autre. Ensuite, vous avez le covoiturage. Donc, le covoiturage, ce sont, voilà, il y a des sites de covoiturage, il y a des heures de covoiturage. Donc, j'ai un ami qui, comme moi, fait une formation à Rennes. Il vient chez moi, ou il vient à l'entrée d'autoroute sur un parking réservé au covoiturage. Je pose ma voiture, parce que c'est une BMW qui consomme beaucoup d'essence. Hein. Et lui, il prend sa petite voiture Twingo, là, qui ne consomme pas trop, et on va à Rennes en Twingo. Voilà, on fait ça pendant une semaine. Après, sa Twingo, il dit, ouais, mais ça fait des kilomètres, donc la semaine après, on prend ma BM. Et donc voilà, on ne prend qu'une seule voiture, au lieu d'en prendre deux, pour aller au même endroit. C'est du covoiturage, vous connaissez très bien, il y a des sites de covoiturage, les jeunes connaissent très bien. Et ensuite, je finis par le dernier thème qui a été mis par le Grenelle de l'environnement, la conduite, l'autopartage. Donc l'autopartage, il y a des sites d'autopartage. Donc je vais sur Internet, on me dit que j'ai des véhicules pour la journée disponibles à 25 €. Voilà, donc je vais 25 €, 30 €. Donc je vais dans un parking, j'ai reçu un pass qui me permet d'ouvrir les voitures. Bon, c'est tout un système. Et donc le particulier, je ne le verrai jamais en fait. Je vais chercher sa voiture, je conduis sa voiture toute la journée, je repose la voiture le soir, et puis après, il n'y a plus qu'à contrôler qu'il n'y a pas de rayures, etc. Et voilà, il y a des assurances spécifiques. Autopartage, c'est aussi Autolib. Vous avez le Vélib à Paris et l'Autolib à Paris. Donc l'Autolib, vous prenez une carte auprès de la mairie de Paris, et puis vous avez les différentes stations avec des petites voitures électriques. Vous prenez votre voiture électrique, faites vos pauses, vos machins, et vous la reposez dans une autre station. C'est comme le Vélib. Voilà.